Agnès Pannier-Runacher est notre invitée ce matin, ministre de la Transition écologique. Bonjour Agnès Pannier-Runacher. Une commission d'enquête se précise et sera actée la semaine prochaine pour faire toute la lumière sur le déficit budgétaire. Tous les partis semblent alignés sur la question, y compris d'ailleurs dans le camp présidentiel. Vous y êtes favorable ? Oui, tout à fait. Je pense que sur ce type de sujet qui peuvent vite devenir polémiques, il faut mettre des faits, il faut mettre des chiffres et il faut comprendre ce qui s'est passé de façon à pouvoir ajuster notre action en matière budgétaire. En le faisant, c'est aussi viser la politique d'Emmanuel Macron ces dernières années. Oui, mais je pense qu'on n'en est pas là. On est dans une action de responsabilité. C'est pour ça que le camp présidentiel est tout à fait ouvert. Parce que je rappelle qu'un budget, c'est d'abord des recettes. Et que les recettes, elles sont liées à l'économie. Donc, est-ce qu'on a eu une prévision de recettes qui était trop optimiste, ou est-ce qu'elle était conforme à ce qu'on pouvait attendre de nos modélisations? Est-ce que nos modélisations ne fonctionnent plus? C'est une bonne question. Une partie du budget est liée à la finance de la sécurité sociale. C'est intéressant de voir s'il y a eu des problèmes en recettes ou en dépenses. Et une partie du budget est aussi liée aux collectivités locales. Et là, les budgets des collectivités locales ont été tenus, mais la dynamique, tenue au sens équilibré, mais la dynamique de la dépense a été forte. Donc c'est tout ça qu'il faut comprendre pour avoir de bons réflexes dans les années qui viennent. Mais quelle est votre hypothèse? Parce que certains membres du gouvernement expliquent qu'ils ne savent pas, qu'ils ne comprennent pas ce qui s'est passé. Alors, ils le disent en off, ils ne le disent pas face caméra, mais vous pensez qu'il s'est passé quoi? Parce qu'il y a quand même une difficulté pour les Français à comprendre comment on peut partir de chiffres au mois de décembre, arriver à d'autres chiffres sur les prévisions au mois de février, annoncer des coupes de plusieurs milliards, 10 milliards, et ensuite devoir encore proposer 60 milliards de coupes pour l'année 2025. Alors, comme beaucoup de membres du gouvernement, moi, je n'ai pas accès à l'ensemble des chiffres. Ce que je sais, c'est qu'on a par exemple un écart très important entre la prévision de recettes et les recettes qui sont effectivement rentrées. C'est-à-dire, ce n'est pas 3 milliards d'euros, c'est plusieurs dizaines de milliards d'euros. TVA, impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés. Exactement. Mais ça, c'est le thermomètre de l'économie. C'est parfois insondable. Imprévisible. Précisément, la question est-ce qu'on est parti sur des modélisations qui étaient trop optimistes, ou est-ce que nos modélisations ne fonctionnent pas? C'est-à-dire, est-ce que... Il y a une autre hypothèse, madame, c'est que les dépenses soient trop abondantes dès le départ. Oui, mais pardon, regardez la copie budgétaire, pour le coup, il y a bien un écart de plusieurs dizaines de milliards d'euros entre ce qui était attendu dans le budget en recettes et ce qui a effectivement été délivré. Levé, oui, absolument. Donc ça, je veux dire, c'est un élément qu'il faut éclaircir. Et je ne sais pas si c'est la faute de quelqu'un en particulier, mais ça, c'est un problème, parce que ça veut dire qu'on a des difficultés à faire des prévisions budgétaires précises. Sur le champ des dépenses également, pareil, est-ce qu'il y a des enveloppes qui ont été sous-budgétées? Vous savez que, typiquement, vous avez des dispositifs qui sont en guichet ouvert, donc vous les estimez, et puis après, les crédits peuvent dépasser. Est-ce qu'ils ont été sous-budgétés ou est-ce qu'ils ont été correctement budgétés? Je ne peux pas vous apporter la réponse aujourd'hui, mais moi, j'attends ces réponses parce que c'est important d'avoir un guide dans la manière dont on pilote. Pour 2025, par exemple, juste une seconde pour poursuivre dans cette veine, on voit par exemple le taux d'épargne augmente. Le taux d'épargne des ménages, il augmente. Ça veut dire que c'est de l'argent qui n'est pas consommé. Donc, est-ce que pour 2025, il ne faut pas se dire que finalement, on ne fera pas 1% de croissance, mais peut-être uniquement la moitié? Et adapter la machine budgétaire à cette perspective? Alors, très bonne question, Pascal Perrineau. Typiquement, nous avons retenu une prévision... pardon. Perry, oui. Est-ce qu'on a adapté notre niveau de croissance en prenant un chiffre qui est inférieur au consensus des économistes. Et on a pu nous le reprocher en disant, là, vous êtes trop pessimiste. Donc, le budget, les prévisions de croissance, les prévisions de recettes, la santé de l'économie mondiale, qui quand même a aussi un impact sur l'économie française. Tout ça, ce n'est pas de la science exacte, mais en revanche, notre responsabilité, c'est de faire en sorte d'avoir les meilleurs modèles et la meilleure aide à la décision pour la décision publique, qu'il s'agisse d'ailleurs du gouvernement ou de l'Assemblée nationale, puisqu'aujourd'hui, ce sont les députés qui ont le pouvoir dans leurs mains de voter ce budget. Alors, j'aimerais bien avoir votre commentaire sur l'interview que donne Elisabeth Borne ce matin, au point où elle dit notamment « Nous devons être conscients de la situation extrêmement difficile de nos finances publiques, qui est apparue après mon départ. Comment est-il possible que Bercy ne sache plus estimer des recettes à partir d'une croissance donnée ?» Donc, elle cible directement Bercy. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, encore une fois, elle cible surtout les recettes, c'est ce que je vous dis. C'est-à-dire, nous faisons la prévision de croissance.
nous ne sommes pas trompés sur la prévision de croissance. Oui. C'est exactement ce qu'on avait dit qu'on ferait. Mais on ne fait pas du tout la prévision de recettes. Et ça, moi, je ne sais pas vous l'expliquer. Est-ce que c'est lié à la façon dont l'économie fonctionne et finalement elle crée moins de recettes que par le passé? Ou est-ce que c'est une erreur? Je ne peux pas le documenter à date. Mais dans la façon dont elle le dit, il y a le ton aussi, qui n'est pas du tout le vôtre. C'est-à-dire que la façon dont le dit Elisabeth Borne, c'est une façon de dire on nous a dissimulé quelque chose, il s'est passé quelque chose, ou en tout cas il y a eu un gros raté à Bercy, à minima. Mais moi, je ne veux pas rentrer dans cette polémique, parce qu'on voit bien que l'idée, ça serait de trouver un responsable et tout le monde pourra souffler, on passera à autre chose. Non, le sujet aujourd'hui, c'est de savoir ce qui a dérapé, où et comment, et d'adapter ensuite notre maquette budgétaire pour faire en sorte que ça n'arrive pas à nouveau. Et moi, je suis très à l'aise avec ça. C'est ce qu'on fait dans les entreprises, c'est ce qu'on fait d'ailleurs quand on gère bien son budget à la maison aussi. Prévisionnel. Apprendre de ses erreurs. Parlons un peu écologie et argent. Parce que pour le coup, vous avez une COP29 qui va s'ouvrir dans 3 semaines à Bakou, en Azerbaïdjan. Et de l'avis de tous, les experts, les ONG, les États, autant les ambitions sont là, mais le financement des ambitions, et notamment vis-à-vis des pays les plus pauvres, pour qu'ils fassent leur transition écologique, est cruellement absent. Comment va-t-on faire pour que les objectifs qui seront redessinés à Bakou puissent correspondre enfin à la véritable ambition de faire en sorte que les pays du Sud rejoignent les pays du Nord pour lutter contre le dérèglement climatique? Alors, plusieurs choses. D'abord, je veux rappeler qu'il y a des bonnes nouvelles. Le continent européen est en train de baisser rapidement et massivement ses émissions de gaz à effet de serre. Il y a 5 ans, on aurait dit, nous sommes sur un rythme de 4,8% de baisse des émissions de gaz à effet de serre en France. Tout le monde nous aurait ri au nez. C'est une bonne nouvelle. La deuxième chose, c'est que l'ambition d'apporter 100 milliards de dollars aux pays en développement pour accompagner leur propre transition a été atteinte. Mais il en Ces faudrait 100 milliards de probablement dollars, 20 fois plus, disent les organisations. Si je peux aller jusqu'au bout, ces 100 milliards de dollars-là, qui sont de l'argent public de différents pays, notamment la France et l'Allemagne, qui sont les 2 premiers contributeurs, est là. Nous sommes au rendez-vous. La troisième chose, et c'est là où la France a beaucoup travaillé, je pense notamment au sommet de Paris de juin 2023, c'est de dire ce n'est pas l'argent public des pays développés qui va pouvoir financer l'ensemble des projets secteur privé qu'on doit mener, d'énergie renouvelable en Afrique, par exemple, en Amérique latine ou en Asie. Ce sont les financeurs privés. Et les financeurs privés, ils peuvent faire ces projets. Ces projets sont rentables. En revanche, ils ont des problèmes pour rentrer dans les pays en question. Il y a des problèmes de droit, il y a des problèmes de marché de capitaux, il y a des problèmes de conversion de monnaie. Donc, ces sujets-là, on doit les traiter, et nous avions fait un agenda de solutions qui permettent à l'argent privé de financer de manière protégée, on va dire, ces projets. Je pense aussi à la réforme de la Banque mondiale, je pense aux réformes de banques de développement où il faut coupler aide au développement et financement climatique. Donc, l'agenda, il existe. Il faut maintenant le dérouler. J'étais avec mes collègues ministres du climat à Luxembourg hier et avant-hier. Et on veut reprendre cet agenda, l'agenda de Nairobi aussi, celui de Paris, celui de Nairobi, pour pouvoir le décliner et ne pas perdre de vue que c'est pas qu'une question d'argent public des pays développés. Il y a aussi beaucoup d'autres pays, la Chine, les pays du Moyen-Orient, qui peuvent contribuer à financer des projets, qui le font aujourd'hui, mais qui n'ont pas très envie que ça devienne quelque chose d'obligatoire. Donc, comment on trouve un chemin pour les amener à mettre de l'argent sur la table? Le 5 novembre, si Donald Trump est élu. Agnès Pannier-Runacher, face aux experts, on a presque eu la création d'une série télé ce week-end que l'on aurait pu intituler Le Gaz, avec plusieurs personnages. Vous, Agnès Pannier-Runacher, Laurent Saint-Martin, le ministre du Budget, Maud Bréjon également, la porte-parole du gouvernement. Les 2 derniers ont déclaré qu'il n'y aurait pas d'augmentation du gaz. Vous le déplorez? Alors, moi, je ne suis pas pour augmenter les taxes, hein, qu'on soit clair. Le prix de l'énergie, il a un impact totalement transversal dans l'économie, sur le pouvoir d'achat, sur la compétitivité industrielle, et il peut avoir un impact sur la vitesse de la transition écologique. Plus on augmente les taxes sur les énergies décarbonées, plus on retarde le passage à ces énergies décarbonées. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'électricité est taxée
grosso modo 2 fois plus que le gaz. Donc c'est aussi cet équilibre qu'il faut avoir en compte. Après, la maquette budgétaire prévoit une ligne de verdissement de la fiscalité d'1,5 milliard qui couvre les billets d'avion et une taxation des énergies fossiles. Donc c'est un point sur lequel il va falloir travailler. D'accord, mais vous n'êtes pas d'accord entre vous. On voit bien, vous voulez verdir non, le moi, budget. alors pour le coup, moi, je suis très d'accord avec moi-même, c'est-à-dire j'alerte C'est un bon début. sur la question de la taxation de l'électricité en disant retour à la taxation d'avant la crise énergétique. On sait maintenir un écart entre énergie décarbonée et énergie carbonée. Et donc, pour être très pratique, ça coûte moins cher d'utiliser de l'électricité que du gaz. Et donc, vous êtes un logement social, vous faites les travaux de rénovation thermique et vous changez la chaudière. Si on va trop loin, le risque, c'est que le gaz coûte moins cher que l'électricité. Et ça, c'est un frein à la décarbonation. Et moi, j'ai déjà des organismes HLM qui m'appellent en me disant, écoutez, est-ce qu'on doit arrêter les travaux qu'on avait votés ? Mais alors, quand on lit votre interview, dans l'interview que vous avez donnée à Libération hier, on comprend bien que vous comptez sur le Parlement pour vous aider. Donc ça veut dire que vous allez compter sur les voix de qui ? Des socialistes, des écologistes, du NFP pour vous aider justement à verdir le budget. Vous aurez besoin d'eux ? Je crois que tout le monde, alors pour le coup, de manière très transpartisane, est sensible à la question de la taxation de l'énergie, pour les raisons que je mentionne. La question du pouvoir d'achat, ça concerne tous les partis politiques autour de la table. La question de la réindustrialisation, ça concerne tous les partis autour de la table, et particulièrement s'agissant de la souveraineté, plutôt la droite. Et la question de l'écologie, ça va concerner beaucoup de partis autour de la table, et plus particulièrement la gauche. Donc, c'est une question sur laquelle, moi, j'arrive. On a besoin, je veux aussi le redire, de responsabilité budgétaire. Quand on enlève 1 euro ici, il va falloir pouvoir le trouver ailleurs. Donc, ce n'est pas un exercice simple, mais j'ai dit ma disponibilité parce que c'est la réalité. On sait tous que la copie gouvernementale va évoluer dans les discussions et il faut mettre le plus de transparence possible sur les conséquences de chaque mesure. Mais vous en avez parlé avec le Premier ministre justement des taxes sur le gaz ? Oui, nous avons effectivement eu un échange, alors pas sur la taxation du gaz en lui-même, mais sur le fait d'être attentif à avoir une taxation entre gaz et électricité qui soit équilibrée, donc suivant les scénarios. C'est un point qui est effectivement précisément, important. Vous remontez la taxe, là, le gouvernement décide de remonter la taxe il y avait une taxe qu'on avait descendue à 1 euro de mémoire au moment du pic de la crise. Exactement. Parce que la matière première coûtait cher, pour amortir le prix, là on remonte, 32-44 euros le mégawattheure de mémoire. Bon, l'énergie, l'électricité, c'est stratégique pour l'industrie. C'est-à-dire que c'est pas simplement ce qu'on consomme tous les jours. Exactement. C'est central, c'est un peu l'oxygène de l'économie. Tout le monde est contre la remontée de cette fiscalité-là. Comment vous allez pouvoir tenir votre position au Parlement ? Et c'est pas rien, parce que de mémoire, c'est sur les 30 milliards d'euros, c'est 8 milliards, quelque chose comme ça. Donc oui, c'est important. De mentionner que c'est un montant important. Alors attention, parce qu'il y a plusieurs éléments dans cette remontée de taxation. Il y a un premier élément qui remet au niveau de taxes avant crise. 32,44. Voilà. Ouais. Et je rappelle que de 21, on avait déjà remonté les années précédentes. Donc on passe de 21 à 32 euros du mégawattheure consommé. Et puis, vous avez un deuxième article qui permet d'aller au-delà avec un objectif, c'est de protéger le tarif réglementé. Ça, c'est aussi important de le dire pour ceux qui nous écoutent. Le tarif réglementé a vocation à baisser de 9% au 1er février. Mais tout le monde n'est pas au tarif réglementé. 60%. C'est pour ça qu'il faut faire le attention. son. Ouais, 60% des consommateurs. Des 40, oui, des particuliers le sont, pas les entreprises. Ah oui. Et dans les 40% des Français qui ne le sont pas, à peu près la moitié sont sur un tarif qui colle au tarif réglementé. Donc mais vous allez pouvoir tenir là-dessus, parce que là, il y a un vent, un front uni contre cette remontée. Mais je crois que les choses sont assez claires. Lorsque vous avez une copie budgétaire, vous mettez sur la table des éléments de recettes. Si effectivement les groupes politiques veulent revenir en arrière, il va falloir qu'ils proposent des recettes alternatives. Et c'est là où la discussion est intéressante. C'est-à-dire que ça doit être un jeu à somme nulle. Il faut, on veut tous. Moi, j'adorerais être dans un monde où mon budget double d'un côté et toute la fiscalité liée à l'énergie diminue. Mais ce monde-là n'est pas un monde de responsabilité budgétaire. Donc l'exercice que nous avons
c'est pour ça que je me tiens à la disposition de l'ensemble des parlementaires. Je serai auditionnée d'ailleurs tout à l'heure par la commission développement durable. C'est de dire, voilà les conséquences de ce qui est dans le budget actuellement. Voilà les budgets possibles, enfin ce que rapporte tel ou tel budget, pour que vous ayez tous les paramètres vous permettant d'amender en conscience ce budget. Agnès Pannier-Runacher, pour terminer, j'aimerais revenir sur les inondations, les dégâts causés par le passage de la tempête Kirk la semaine dernière, de gros dégâts causés notamment en Seine-et-Marne, le Grand Morin qui a débordé pour la 4e fois en 2024. Vous avez annoncé la mise en place d'un plan de résilience sur le territoire. Comment éviter ces catastrophes? Comment vous adresser aujourd'hui à ces sinistrés? Qu'est-ce qu'ils peuvent attendre de votre fameux plan? Alors, vous avez 2 choses. D'abord, il faut baisser les émissions de gaz à effet de serre. Je suis désolée de prendre mon marteau et d'enfoncer le clou, mais le réchauffement, le dérèglement climatique explique ces aléas climatiques majeurs qu'on est en train de vivre sur notre territoire et qui touchent en particulier mon département du Pas-de-Calais. Nous, on ne sort pas de ces épisodes d'inondation à répétition. Ensuite, comment on parle concrètement aux sinistrés? Vous avez des actions structurelles, faire en sorte que l'eau s'écoule mieux, faire en sorte que vous ayez au fond des endroits qui permettent de gérer ce trop-plein d'eau que l'on va avoir. Et il faut monter notre niveau de jeu. Je vous donne encore l'exemple du Pas-de-Calais. C'est 1 fois et demie la crue centenale qui est tombée. C'est-à-dire 1 fois et demie ce qui était pour nous la référence ultime en termes d'inondation l'année dernière. Donc, on a changé de monde, on va accompagner. Et puis, dernier point, c'est les assurances. C'est faire en sorte que nous amendions notre modèle assurantiel pour que les gens ne perdent pas les économies d'une vie dans leur maison. Madame la ministre, merci Agnès Pannier-Runacher d'être venue ce matin dans le 6-9.